À la fin de ma lettre, je lui dis bon, j'essaye d'apprendre à faire la paix, à accepter les choses et à évoluer. Enfin voilà, c'est ma mère et je peux pas vivre sans ma mère. Interrogée par la police, interrogée par la justice, parfois pourchassée par la presse ou assaillie de menaces et d'insultes. Les familles de criminels payent souvent très cher des crimes qui ne sont pas les leurs et qu'elles ne s'expliquent même pas. Sandrine Delporte et Ramón Cortés sont jugés pour assassinat. Ma mère a mis fin à une vie. Une personne vivante, elle a tué quelqu'un. C'est quelque chose d'inimaginable. Une mère qui commet l'irréparable avec son amant. Ramón Cortés et Sandrine Delporte, le couple diabolique kidnappe Rosine Roig, la cadenasse à la portière pour l'emmener jusque sur une ancienne sablière et l'exécuter d'une balle dans la tête. Une mère dont le crime fait basculer la vie de ses 4 enfants. J'entends toquer à la porte à 7 h du matin. Et là, quand j'ouvre la porte, ils me disent bonjour, c'est la police. Après, ils ont pris ma mère et on se sent vraiment seul, on se sent abandonné en fait. Comment elle a pu ne penser qu'à elle et ne pas penser aux répercussions de tout ce que ça va engendrer pour la famille, quoi. De tout le mal qu'elle va faire derrière. Une femme dont sa sœur ne comprend pas la dérive. Comment concevoir qu'une de nos sœurs a pu participer à un meurtre, en fait? Nos parents nous ont élevés tous pareils. On connaît le bien, le mal. Mais pourquoi toi, tu as basculé dans le mal? Condamnée à 18 ans de prison pour assassinat, Sandrine Delporte doit être rejugée en appel, comme son co-accusé. Sa peine sera-t-elle allégée? Alourdie? Va-t-elle enfin s'expliquer sur sa participation au crime? C'est l'enjeu du procès qui va s'ouvrir, pour elle et pour ceux qui l'aiment. Car comme tous les parents de criminels, la sœur et les enfants de Sandrine Delporte ont pris de plein fouet le crime qu'elle a commis. J'avais honte que ce soit ma mère. C'est au bout d'un an que j'ai écrit ma première lettre. Et ma première lettre, c'était pour lui dire que j'étais en colère. La colère, la honte et un choix à faire. Soutenir ou haïr la criminelle. Je condamne justement ce qu'elle a fait, mais je suis là quand même pour la soutenir et démontrer aussi qu'on peut être sous l'influence de quelqu'un jusqu'à en arriver à la barrière de non-retour. Faut pas pardonner. On fait avec, mais on pardonne pas vraiment. Je l'aime, mais... Jusqu'à hier, ça allait. Ce matin, c'est pas ça. On sait qu'on va passer une grosse semaine. Dans quelques heures, la sœur de Muriel comparaîtra pour la 2e fois devant une cour d'assises. Sandrine Delporte a été condamnée en première instance à 18 ans de prison pour assassinat. Mais son implication dans le crime reste floue. La cour et sa famille ont 5 jours pour connaître peut-être enfin la vérité sur sa participation. Après 6 ans d'attente, 6 ans pendant lesquels ses 4 enfants et sa sœur ont dû apprendre à vivre sans elle, mais avec son crime. Hey baby. Si tu as Tati au téléphone, dis-lui qu'elle tienne bon, hein, qu'elle reste pas, qu'elle n'ait pas peur, qu'elle n'ait pas peur. Lui, il arrive libre, oui, les mains dans les poches, alors qu'elle, elle arrive menottée avec la police. Lui, c'est Ramón Cortés,
l'amant de Sandrine Delporte. C'est lui qui l'a entraînée dans ce crime. L'homme a écopé de 30 ans de prison en première instance pour l'assassinat de son ex-femme en 2013. C'est lui qui a fait appel. Les 2 coaccusés doivent donc être rejugés. Mais comme la justice a tardé à audiencer le 2e procès, Cortés a pu demander une remise en liberté qu'il a aussitôt fêtée chez lui avec son épouse légitime. Un petit verre de vodka. De vodka, pas vodka, c'est De vodka. À la santé de tout le monde. À la liberté. À la liberté. Voilà. Cortés comparaîtra donc libre, tandis que Sandrine Delporte a préféré attendre l'appel en prison. 2 accusés, 2 personnalités aux antipodes, de quoi inquiéter Muriel, qui redoute que le cynisme de Cortés rende la cour plus sévère. La seule chose qui va être le plus dur, c'est d'affronter Monsieur Cortés tous les jours à l'entrée. On va rentrer par la même porte, on va sortir par la même porte tous les jours. Oui. Il va manger dans les restos à côté de nous. Enfin, c'est comment faire pour l'éviter, comment on va faire pour pas le rencontrer, quoi. Le connaissant, il va peut-être arriver sur ses grands chevaux, genre tout va bien dans sa vie. Tu vois, il montre à Tati que pour lui tout va bien alors que toi t'es toujours en prison. Oui, en fait, dans sa tête, comme on l'a laissé en liberté à partir de janvier, ça veut dire qu'il n'a plus rien à se reprocher. Il ne sait pas que Sandrine, elle pouvait aussi sortir, mais qu'elle a refusé pour pouvoir purger sa peine comme c'était prévu au départ, quoi. On espère qu'elle ne prenne pas plus. Un dernier café avant de partir. Sans sous-estimer la responsabilité de sa sœur, Muriel a décidé de soutenir Sandrine. Une femme fragile qui a eu 4 enfants avec des conjoints qui l'ont violentée avant de tomber amoureuse d'un homme qui l'a entraînée dans son crime. Je suis pas sereine parce que je sais que ça va être une épreuve compliquée. Je sais qu'il va falloir que je gère tout le monde, toute cette famille. Et c'est un rôle que j'ai, mais c'est aussi un rôle qui est lourd aussi. Parce que nous, on doit mettre de côté ce que nous, on ressent pour pouvoir toujours montrer quelque chose de positif et essayer de remotiver les troupes. Sandrine, elle a besoin de voir quelqu'un de positif, quelqu'un qui puisse être là. Si elle nous regarde, il faut qu'elle voit que je la soutiens. Donc du coup, moi, je ne peux pas me permettre de craquer ou de baisser les bras ou quoi que ce soit. Muriel a maintenant 300 km à faire pour rejoindre Montpellier. Si ma belle-sœur, elle m'envoie un message pour me dire que mon frère est à l'intérieur, elle est dehors. Le président vient d'interdire tous les journalistes. Ça doit être angoissant. Maman, j'y vais. Je te tiens au courant dès que j'arrive. Allez, bisous. Allô Corinne? Il y a déjà du monde? Oui. J'ai discuté un peu avec des gens à l'extérieur. Apparemment, le président, c'est quelqu'un de très sévère, mais qui est juste. Mais qui est juste? D'accord. Oui. Ok. Par contre, lui, il est toujours pas là. Hein. Ah bon? Ouais, les journalistes l'attendent de tout ça, et il est pas là. Il est pas arrivé? Non. J'y crois pas. Il est pas là. Monsieur Cortés. Il est pas là, il est pas arrivé. Il est 8h40, il est toujours pas arrivé au tribunal. Sans Cortés, le procès ne pourra pas commencer à 9h et il risque d'être reporté. Dans la panique, Muriel prévient Léa, la fille aînée de Sandrine. Elle aussi est en route pour Montpellier. Ma tante m'appelle, elle me dit il s'est passé quelque chose, il ne s'est pas présenté. Bon, quand il dit il, on sait plus, voilà, c'est évident, c'est Cortés qui ne s'est pas présenté. Personne n'était vraiment étonné. Mais d'un autre côté, on se dit mais pourquoi il a fait appel du coup? C'est lui qui l'a réclamé, son appel, pourquoi il vient pas? Pourquoi? Ça joue pas en sa faveur, on comprend pas la logique. Allô? Oui, dis-moi, donc tout est reporté parce que ne s'est pas présenté, ils viennent de l'arrêter là. Non! Ouais, ils viennent de l'arrêter parce qu'il s'était enfui. Mais alors du coup, c'est reporté, mais à demain ou bien c'est reporté au... Non, là, on doit tous revenir à 14h. Bon, d'accord, ok. Ah ouais, non, mais j'ai eu peur, j'ai cru que tu me disais non, c'est bon, on arrête tout et...
Non, non, le procès va se faire, mais je pense que là, comme le président est très en colère, ils l'ont arrêté. D'accord, bah écoute, moi de toute façon, je vais à Montpellier quand même, c'est pas grave. Parce qu'il faut que je voie l'avocate, mais vraiment. Allez, à tout à l'heure, bisous. Ah, j'ai une sacrée frayeur, oui. J'ai vraiment cru qu'il reportait tout le procès, et là, je dis, ah non, 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 c'est pas possible. Mais ma soeur, on va la ramasser à la cuillère, quoi. C'est obligé. Oh, elle doit être dans un état, waouh. Elle doit être trop mal, trop mal. Ma mère voulait pas du tout ce procès. Pour elle, sa peine était méritée. Elle n'avait pas de raison de revenir dessus. Et puis comme elle l'a dit elle-même, à quoi bon faire revivre à la famille de la victime un deuxième procès si eux-mêmes sont satisfaits de la sentence. Donc si eux ne veulent pas revenir dessus, pourquoi leur... Surtout qu'il y a des enfants derrière, les enfants de la victime. Voilà, c'est faire tout revivre une deuxième fois. Elle voulait pas. Et du coup, ce procès, on est tous un peu stressés. On se dit, bon, la première fois, ça s'est pas trop mal passé. 18 ans, c'est beaucoup, mais ça aurait pu être pire. La deuxième fois, ça peut pencher du mauvais côté, ça peut être plus. Et du coup, c'est plus stressant que la première fois, dans le sens où il y a plus d'enjeux. Montpellier, les bouchons de Montpellier, les sens uniques de Montpellier. J'ai une boule au ventre. Mais bon, on fait avec. Ça va s'estomper après. Une fois que je reverrai ma nièce, mon frère, je pense que ça ira mieux. On a besoin d'être unis dans ces cas-là. Ça va? C'est ça. Elle m'a dit que son train arrivait à 13h ou 13h06, je sais plus. Ah, elle est là! Ça y est. Je savais que tu le reconnaissais. Léa a 23 ans. Elle a pris 5 jours pour assister au procès de sa mère. Alors? Du coup, oui, je t'entends. Elle est perturbée. Je t'entends. Plus 5 heures de route. T'as mangé? Non. T'as pas faim? Ouais. Allez, on y va. Oui, ce week-end, t'as eu ta mère, toi, ce week-end? Ce matin, tu l'as pas vue, toi, du coup, Sandrine? Non. Elle était pas dans le box? Léa, Muriel, son frère et sa femme vont maintenant rejoindre le palais de justice. La famille arrive au même moment que l'avocate de Sandrine Delporte, maître Iris Christol, une ténor du barreau de Montpellier. Bonjour, mais alors qui maintenant, mais je... Voilà. Léa. Ah, enchantée. Enchantée. Et Muriel, voilà. C'est Muriel que j'ai eu beaucoup au téléphone. Voilà. Moi, quand j'ai maître Christol au téléphone pour la première fois, elle me demande quelle est ma position. Donc, je lui explique que moi, je veux défendre corps et âme ma sœur. Je lui explique bien que je condamne justement ce qu'elle a fait, mais que je suis là quand même pour la soutenir et démontrer aussi que on peut être sous l'influence de quelqu'un jusqu'à en arriver à la barrière de non-retour. Bon, donc là, pour l'instant, ce matin, ça a été très compliqué. Voilà. L'idée, c'est que bon, elle a pas bien réagi parce que quand je suis allée lui dire qu'il n'était pas là, ça a été un peu, elle s'est effondrée, ça a été compliqué parce qu'elle dit mais moi j'ai voulu rester là pour mes enfants. J'ai dû leur expliquer que je choisissais de rester en prison même si je pouvais être libre comme lui. J'ai pas fait ce choix-là et lui il est pas là et elle était seule dans le box. Enfin, c'était dur. Et puis après quand on nous a annoncé qu'il était certes en fuite mais qu'on l'avait retrouvé, elle s'est apaisée. Du coup, la différence, c'est qu'il va comparaître détenu. Ce qui va quand même changer considérablement les choses pour vous, pour nous. C'est-à-dire qu'on ne va pas le croiser à chaque interruption d'audience. Donc là, du coup, ça repositionne les choses un peu différemment. De toute façon, voilà, cette semaine, elle sera peut-être interminable, mais elle finira bien un jour. Pour elle, voilà, c'était important d'être jugée. Maintenant, voilà, elle veut en finir, payer ce qu'elle a à faire. Et voilà. Donc, on va aller la voir là pour voilà, voir comment ça va après ces quelques heures qu'elle ait digéré. Voilà, d'accord? Donc on y va et puis on fait au mieux. Ouais. Ok, merci en tout cas.
Pour défendre Sandrine Delporte, la défense a besoin de démontrer que sa cliente a pu agir sous la domination, l'emprise de son amant. Léa a été appelée par l'avocate de sa mère pour témoigner en faveur de sa mère. Donc elle a vraiment un témoignage clé. Moi, il fallait que j'arrive à montrer ce cheminement avec ses ex-maris, pour montrer comment elle a atteint une fragilité et elle a vu à un moment donné un sauveur et comment elle a pu tomber sous emprise, finalement. Tant qu'ils n'ont pas témoigné, les témoins ne peuvent pas entrer dans le prétoire et suivre les débats. Un poids de plus pour Léa, qui appréhende déjà de devoir parler de sa mère en public ou répondre aux magistrats et aux avocats. Elle est quand même anxieuse. C'est pour ça que je l'accompagne en fait. Je sens bien qu'elle a besoin d'un peu de soutien et qu'on puisse être avec elle, quoi. J'ai attendu de 16h à 21h. J'aurais pas attendu avec elle. Je serais vraiment montée en pression. J'aurais vraiment eu un stress énorme. J'aurais eu la boule au ventre pendant 3 heures, quoi. Alors que là, en plus, c'est une personne marrante qui détend vraiment énormément l'atmosphère et ça m'a vraiment fait du bien. Après 5 heures d'attente, Léa est enfin appelée à la barre. On passe dans un couloir tout fin. Au bout du couloir, on voit la lumière sur la droite. On se dit, bon, allez, c'est là. On passe la porte. Hop, lumière, on rentre. Et voilà, on s'installe au pupitre. Et là c'est concret. Là, ça démarre, on fait plus demi-tour, quoi. Au premier procès, j'en suis sortie en me disant « Ah tiens, j'aurais pu dire ça, j'aurais pu dire ça ». Donc là, je voulais vraiment rien oublier. Du coup, ouais, je me suis fait un plan. Et ma première grande partie, c'était du coup la condoléance à la famille de la victime. J'ai commencé par ça. Ensuite, j'ai commencé avec mon père. Le père de Léa, un homme dominant et brutal. Le premier dans la vie d'une femme qui a multiplié les mésalliances. Un an et demi après la naissance de Léa, Sandrine a quitté son compagnon et refait sa vie avec un homme avec lequel elle a eu 3 autres enfants, dont William. Au début, voilà, mon enfance, ça a été quelque chose d'assez classique. J'ai eu une enfance, une très bonne enfance. J'étais un enfant hyperactif, donc beaucoup d'activités. Ma mère se donnait des plannings impossibles pour pouvoir gérer mes activités extrascolaires en dehors. Elle s'est toujours occupée de moi, elle s'est toujours démenée pour que je puisse réussir mes cours, que je puisse réussir mes études et que je puisse faire ce que je veux. On a vécu après des moments aussi plus compliqués, que ce soit avec mon père, parce que mon père était un peu violent malheureusement avec ma mère. C'était un homme difficile. En plus, il était plus sévère avec moi du fait que j'étais pas sa fille. J'ai déjà eu le coup de ceinture. Même ma mère, du coup, ça avait des retombées sur elle. Elle était forcément en conflit avec lui, parce qu'elle cherchait à me défendre. Voilà, c'était vraiment compliqué. Après, vers les coups de 15-16 ans, j'ai commencé à avoir les violences physiques. Voilà, la fois où il l'a attrapé à la gorge, qu'il l'a plaqué contre le mur, parce que ma cousine devait se faire tresser, et elle a pris l'initiative de prendre une date sans lui demander. Et elle n'a pas le droit de prendre l'initiative. J'ai un souvenir en particulier, c'était un soir de Noël où je vais avoir 10 ou 11 ans tout au plus, et une grande engueulade qui a commencé entre mon père et ma mère. Il se criait dessus assez fort et il a attrapé par la nuque en essayant de la mettre dans la gazinière, et moi je me suis interposé au milieu du coup. Ça m'a marqué moi parce que je me suis dit que si je l'ai vu, c'est que ça devait arriver plus de fois que ce que je pensais. Donc là, elle a dû se dire que oui, ça commençait à devenir dangereux même pour nous, parce que si moi je pouvais m'interposer au milieu, ça pouvait être n'importe lequel des enfants qui aurait pu se retrouver au milieu. Je sais qu'elle est partie, elle en a profité qu'il était au travail, pour qu'elle ait le temps de pouvoir partir et que lui ne puisse pas la retrouver. Puis elle a débarqué chez ma grand-mère.
Du coup, quelques temps après, elle a rencontré quelqu'un d'autre. Lorsqu'elle commence sa relation avec Ramon, le changement chez maman fut radical. Elle ne voyait que par lui. N'ayant connu pendant des années qu'un homme violent, être avec un homme d'apparence attentionné et aimant l'a fait tomber très facilement sous son emprise. Il n'est pas plus malléable et manipulable qu'une femme violentée, récemment divorcée. Les mots douloureux de Léa devant la cour bouleversent Sandrine. Ma mère, elle était debout avec son mouchoir, elle s'épongeait les yeux et voilà, elle était en train de pleurer, de s'excuser, de me dire oui, maintenant je suis capable de te dire je t'aime. Enfin voilà, c'était tout en émotion et là oui, tout le long j'étais placide et puis là vraiment elle m'a submergée quoi. Léa n'a rien éludé pour expliquer la fragilité de sa mère. Il est strict. Vraiment strict dans les interrogations qu'il t'a posées aussi? Ouais, c'était plus poussé que la première fois. Ce qui est différent de la première fois, c'est qu'elle a l'occasion de parler en fait pendant que moi je parle. Ça a été? Elle s'est écroulée ou là? C'est moi, elle pleure. Oui, c'est vrai que ça fois c'est toi, elle pleure, ouais. Pour elle, ma vie, elle s'est arrêtée il y a quelques années. Elle n'a pas vu mon évolution en tant que femme. Donc pour elle, je suis toujours le petit bébé et puis elle voulait pas faire ça à son bébé, pas la mettre sur un pupitre à devoir parler, elle s'en veut. C'est pour ça que je tiens vraiment à la regarder, à lui sourire pour lui dire que tout va bien, ça se passe bien, qu'elle n'a pas trop à s'en faire. Je vais parler un petit peu de tout, je crois bien un oublié. T'as un oublié? Ouais. C'est principal après. Bon, c'est passé pour toi. C'est fini. C'est fini. Il reste. Pour moi, j'ai passé un cap déjà au moment où je suis passée témoigner. Après, c'est vraiment, je me sentais soulagée de me dire bon, j'ai fait ma part. Je suis satisfaite de ce que j'ai fait. Je suis contente de mon témoignage. Et maintenant, c'est à elle de faire de son mieux. Et j'ai fait ce que j'ai pu. Maintenant, c'est plus entre mes mains. Ouais. Bon, on va essayer de dormir. Hein? Je vais essayer de manger aussi. Voilà. Et moi, je vais essayer de potasser mon discours pour demain. La deuxième journée sera très difficile pour tout le monde. La cour va maintenant aborder les faits, le crime de Cortés et le rôle de Sandrine. Madame, monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce vendredi, un homme a été mis en examen à Écroué pour le meurtre de son ancienne compagne. Ramon Cortés avait 43 ans quand il a tué Rosine Roig, la mère de ses 3 enfants. Une femme qu'il avait dénoncée plusieurs fois pour des violences. Quand elle l'a quitté, l'homme jaloux avait déjà refait sa vie avec Sandrine Delporte, mais il a continué à harceler et à menacer de mort son ex-femme. Une menace qu'il a mise à exécution le 16 septembre 2013. Cortés a enlevé Rosine Roig à la sortie de son travail. Il l'a ligotée avec des menottes pendant que Sandrine Delporte prenait le volant et roulait jusqu'à une ancienne sablière. Arrivé là, Cortés s'est éloigné avec son ex-femme. Celui-ci l'aurait abattu d'une balle dans la tête. L'homme aurait au préalable creusé une sorte de tombe. Pris de remords, l'homme apparemment s'est présenté de lui-même hier soir donc au commissariat de police. Cortés se rend, mais il livre des aveux tronqués. Car l'assassin ne dénonce pas sa complice. Et elle ne dit rien non plus de sa participation au crime. À personne. C'est donc le crime de Cortés que la famille de Sandrine découvre dans la presse. C'est très très violent. Il a tué la mère de ses enfants. Du coup, j'ai appelé ma sœur directement. Je dis mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit Sandrine, est-ce que toi tu étais au courant? Moi, je voulais savoir si elle était au courant parce que moi, dans ma tête, elle n'est pas impliquée. C'est clair. C'est lui qui a tué sa femme. Voilà. Et elle me dit non. Sauf que pendant cette année-là, on voit un changement chez Sandrine. Cortés en prison, Sandrine Delporte plonge dans une dépression curieuse. C'est la descente, elle se laisse complètement aller. En fait, elle vit plus pour elle. Elle délaisse toute sa vie, tous les aspects de sa vie, et elle passe son temps à faire les choses pour lui, à faire ses papiers, faire ses parloirs, faire ses dossiers, lui donner de l'argent pour la prison. Il a tellement réussi à lui mettre la pression, il a tellement réussi à
à la contrôler totalement, que même en n'étant pas là physiquement, ça marchait quand même. Une mère comme transie devant son amant. Avec M. Cortés, elle rencontre un charmeur professionnel. Clairement, l'homme s'entretient, va à la salle. Moi, je joue de la guitare, c'est romantique, je vais t'écrire des chansons. Comment ne pas tomber? Elle rencontre un homme qui est très attentionné, qui est aimant, voilà, qui lui dit qu'elle est belle, qu'il l'aime. Plein de choses qu'elle n'a pas entendues en 20 ans, en fait. En 20 ans, c'était être rabaissée, humiliée, et tout d'un coup, elle trouve un homme qui la considère. Au fur et à mesure, il prenait de la place, il était là plus souvent chez moi, il était là plus souvent dans nos conversations. Puis au fur et à mesure, je voyais ma mère qui jurait que par lui. À l'écouter, il pouvait tout faire, quoi. Il pouvait te guérir, il avait eu la bénédiction de Dieu, il avait les pouvoirs de Dieu, et il pouvait faire ce qu'il voulait. C'était pas Dieu, mais on n'en était pas loin, quoi. Sandrine, elle y a été à fond, hein, et les enfants aussi. Hein. Il y avait mon père, décédé depuis 2003 quand même, qui vivait avec eux. Et on n'a pas le droit de s'asseoir dans le canapé parce que papy, il est là. C'est ce qu'ils me disent, les enfants. Papy, il est là. Ah, papy, il est là. Ah, c'est bizarre quand même. Oui, il vit avec nous, c'est son fantôme, il vit avec nous. C'est M. Cortés qui peut communiquer avec lui et il nous dit des choses. Donc il fait croire aux enfants que mon père est présent parmi eux et qu'il leur dit des choses. Mais qu'il le fait par lui, parce que lui, il a des pouvoirs, il a des dons. Bon, commence à devenir bizarre quand même. Il y a un truc qui cloche, mais elle me disait non, c'est parce que tu le connais pas, moi je le connais depuis toujours. Il est plus voyant que nous, il voit des choses que nous on voit pas. On peut pas comprendre parce qu'on n'a pas ces dons. Donc on peut que le croire, et oui, ça fait vraiment gourou. C'est gourou, c'est nous on peut pas savoir, on n'a pas de dons, mais vu que lui il les a, on peut pas se mettre à son niveau, on peut pas comprendre. Je la voyais changer, je voyais son comportement changer. Et je l'avais jamais vu comme ça, même avec mon père. Pourtant, c'était compliqué, mais je l'avais jamais vu à ce point-là. En fait, tout ce qu'elle faisait, qu'elle pensait ou qu'elle devait faire, passait systématiquement par lui, en fait. C'est comme si on mettait un filtre devant toutes ses idées et que le filtre, c'était lui. Déjà, il y a eu des signes avant-coureurs que les choses dérapaient. Voilà, quand il fait croire à ma mère que son ex-femme, il est séparé d'elle, mais qu'elle elle le harcèle, elle refuse la séparation. Il se sent en danger. Elle a voulu l'empoisonner et le tuer. Il a été à l'hôpital. Et en gros, il lui dit, mais ça peut t'arriver à toi aussi, parce qu'elle pense la même chose de toi. Elle se dit, mais mince, c'est qui cette femme-là qui me veut du mal? Et il crée une bulle anxiogène et paranoïaque où tout le monde pense que à n'importe quel moment, Rosine peut les attaquer, leur faire du mal, et tout le monde y croit. Moi-même, à un moment donné, j'ai cru que cette femme était mauvaise. Conditionnée par Ramón Cortés, la famille de Sandrine Delporte accepte donc sans sourciller l'explication que celle-ci fournit à l'arrestation de son amant. En septembre 2013, il est arrêté. Et Sandrine me dit, je pense qu'il a eu un coup de colère parce qu'avec tout ce que sa femme lui a fait subir, il s'est mis en colère et il a fini par perdre raison. Nous, on croit ça, en fait. Parce que nous, on a tellement entendu le discours de monsieur sur tout ce que sa femme lui faisait subir. Donc nous, on croit cette version. Au deuxième jour du procès, l'angoisse monte encore pour Muriel, qui doit toujours attendre de témoigner pour assister au débat. Ce matin, c'est... disons que je suis mitigée. Autant je suis anxieuse d'affronter le tribunal, mais autant je suis désireuse de vouloir apporter un éclaircissement sur différentes choses. La seule anxiété, c'est est-ce que je vais bien répondre aux questions? Est-ce que ça va pas mettre ma sœur en porte-à-faux? Est-ce que ça va pas l'enfoncer plus que ce qu'elle n'a déjà? Je vais rejoindre l'avocate pour pouvoir débriefer un peu de ce qu'il y a eu hier,
Ce qui est attendu aujourd'hui, par rapport à mon témoignage aussi, ce que je dois appuyer, qui pourrait être important dans la défense. Ça va, vous? Ça va. Peu dormi, mais ça va. Comment ça va se passer ce matin? Non, c'est juste, ce qui est important, c'est d'être concret pour que les jurés puissent se faire une idée par eux-mêmes par rapport au moment vécu que vous allez rapporter de la situation. C'est pas tellement une appréciation en soi-même, on ne peut pas nous-mêmes porter un jugement. Oui, bien sûr. Par contre, il faut essayer d'évoquer, comme quand vous disiez qu'il y a eu des scènes où il téléphonait soi-disant à Roselyne Roig, et où il disait « Oh non, ne t'en prends pas, Sandrine ». Vous voyez, ce que vous m'avez raconté, ça, il faut le leur expliquer. Parce que la cour d'assises, c'est ça. C'est un moment vraiment de grand réel, de sensualité charnelle au premier sens du terme. C'est-à-dire qu'on va mesurer les choses en revivant des moments comme ça et en partageant finalement un peu de cette expérience-là pour se faire une idée. C'est-à-dire le contraire d'un dossier papier. C'est juste des choses qui vous paraissent évidentes, mais vous voyez, là, il y a 12 personnes qui arrivent, ils n'ont jamais vu le dossier, ils ne savent pas. Donc les choses, il faut les expliquer concrètement et simplement. Voilà. C'est pour ça que vous venez la vraie vie. OK? D'accord. Allez. Plus que quelques heures à attendre, et Muriel pourra à son tour expliquer l'emprise que Cortés exerçait sur sa sœur. Une emprise dont la famille a compris tardivement l'ampleur. 1 an après l'arrestation de Ramón Cortés, en octobre 2014. J'étais chez moi, je me préparais pour aller au lycée, parce que je venais de rentrer en seconde. J'entends toquer à la porte à 7 h du matin. Et là, quand j'ouvre la porte, ils me disent « Bonjour, c'est la police ». Je dis « Mince ». Mon premier réflexe, je dis bah, « Pourquoi vous êtes là à 7 h du matin ?» Parce qu'il n'y a pas de raison d'être là à 7 h du matin. Et là, ils m'expliquent qu'il va y avoir perquisition, etc., qu'on emmène votre mère en garde à vue. Ils ont retourné les lits, ils ont retourné les placards, ils ont tout retourné. Ils ont retourné le canapé, ils ont cherché partout. Et après, ils ont pris ma mère, ils ont pris nous, les enfants, ils ont dit bon, en gros, on y va, on va à la gendarmerie. Il était 8 h du matin. Et nous, on comprenait pas plus que ça pourquoi, comment et qu'est-ce qu'ils nous voulaient vraiment. Parce que dans ma tête, je me suis dit, mais nous, on est que des enfants, on n'a rien à voir là-dedans. Mais bon, au final, on y est tous allés. Alors à ce moment-là, j'étais vraiment énervé contre la terre entière. Qu'on vienne comme ça pour me prendre ma mère et pour retourner sous la porte et réveiller mon petit frère qui, lui, avait rien demandé. À ce moment-là, j'étais énervé contre la terre entière. J'étais à un cours de psycho. Ma sœur Priscilla qui m'appelle et je l'entends pleurer. J'étais complètement paniquée. Elle me dit « Maman, elle est en prison, elle a été arrêtée ». Moi, sur le coup, je l'ai même fait répéter. Je me dis « Mais quoi? Pardon ?» Il y a erreur, quoi. Avec ma sœur, on pleurait toutes les deux, chacune de notre côté. Et il n'y a aucune de nous qui comprenait ce qui se passait. Enfin... Nous, dans notre tête, elle est arrêtée parce que elle devait être au courant de ce qu'il voulait faire et qu'elle ne l'a pas dit. Donc pour nous, c'est complicité. Et quand on va voir l'avocate qui nous dit « Mais non, mais vous êtes loin du compte. Non, non, elle est incarcérée au même titre et arrêtée au même titre que monsieur. Elle est accusée d'assassinat. » Et nous, c'est violent. Hein. C'est super violent. Hein. Moi, je me souviens, j'étais avec mon petit frère d'un côté, ma mère de l'autre. On est assis, heureusement qu'on est assis, on comprend pas. On lui dit « Mais non, c'est pas possible, c'est complicité. » Ah non, 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 c'est 30 ans qu'elle nous dit. Et là, on tombe des nues. Après des mois d'enquête, les gendarmes ont fini par découvrir que Cortés n'avait pas agi seul. Sandrine Delporte a utilisé un tracker pour suivre Roselyne Roig. Son téléphone a borné sur le trajet et les lieux du crime. Elle a aidé l'assassin, elle était à ses côtés, elle savait et n'a rien empêché. Après 48 heures de garde à vue qu'elle a passé, on nous a conviés, disons, à aller au tribunal de Perpignan qui se trouvait à côté de chez nous. Et là, à ce moment-là, donc première fois en 16 ans de ma vie, je pense que j'ai vu ma mère pleurer et qu'elle nous a dit que là, elle partait en maison d'arrêt. Donc ça a été un choc parce que déjà, voir ma mère pleurer depuis tout ce temps, ça m'était jamais arrivé. Et en plus, on a le droit quand même de lui faire un dernier câlin, etc. Mais
Moi, je me suis dit, bon, bah, ça va être long. Ça va être très long. Et là, ben, on s'effondre. Parce qu'en un instant, on se rend compte que pendant combien de temps on va pas voir notre mère? Quelles vont être les conséquences? Ben, les conséquences, c'est que les enfants, ils partent chez leur père en Bourgogne, leur père violent. Ils retournent chez leur père violent. Pour moi, c'était ultra grave. Pour moi, oui, c'est ça, elle avait fait le choix de briser cette famille et qu'elle n'avait pas réfléchi aux conséquences pour ses enfants. Et je me suis dit, non mais attends, le dernier, il a 10 ans. Le plus dur à vivre, c'est le fait qu'on vous prenne votre mère du jour au lendemain, genre vraiment un matin comme ça, alors qu'on s'y attend pas. C'est vraiment dans ces moments-là qu'on prend conscience que, on pense que la vie c'est toujours tranquille et que c'est bon, tant qu'on a notre petite vie, ça va pas changer, alors qu'en fait, si, tout peut changer du jour au lendemain. Et on se sent vraiment seul, on se sent abandonné. Et, c'est pour ça aussi qu'au départ, j'en voulais à ma mère, parce que j'avais presque envie de lui dire, en fait, tu m'as juste lâché, tu m'as abandonné, en fait. Le truc le plus choquant qui arrive, c'est qu'on se dit, mais en fait, on la connaît pas. Enfin, finalement, je connaissais pas ma mère. Jamais j'aurais pensé qu'elle pourrait faire une chose pareille. En fait, je la connaissais pas. Je savais pas de quoi elle était capable. En fait, là, mais c'était j'avais pas de peine pour ma mère, à ce moment-là. J'avais que de la haine, de la colère, j'étais révoltée. J'étais dans le rejet, j'ai dit non, elle a trahi tout le monde, c'est pas la femme que j'ai connue, je veux plus en entendre parler. Comment concevoir qu'une de nos sœurs a pu participer à un meurtre, en fait? On comprend pas ça. C'est vraiment une colère mais pourquoi t'en es là? Parce que nos parents nous ont élevés tous pareils, on connaît le bien, le mal, mais pourquoi toi t'as basculé dans le mal? Donc il y a un certain nombre de semaines qui passent avec cette colère, avec toutes ces interrogations. Et quand j'ai pu avoir mon parloir, donc je l'ai eu 3 mois plus tard, moi ça m'a permis de lui dire les choses. La colère que j'avais et les interrogations. Mais une fois qu'on a dit les choses, j'ai dit écoute maintenant, c'est dit, t'es là, ok, bon t'as fait quelque chose de mal, maintenant il va falloir y travailler et on va avancer ensemble. Et donc du coup, je lui ai dit que je serais là pour la soutenir. Nous, on est 7 enfants, 4 enfants naturels, 3 enfants adoptés, plus tous les enfants que ma mère a élevés en tant que famille d'accueil. On est ce qu'on appelle des frères et sœurs de cœur, en fait. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup de monde d'horizons différents. Ça me fait pas mal. Ah, ça, c'est ma sœur Sandrine, quand elle était plus jeune. Et là, je pense que c'est sa fille Léa. Sandrine, elle est sur les enfants naturels, elle est la 3e, mais sur toute la fratrie, elle est la 4e. Sachant qu'on n'a pas beaucoup d'écart l'une derrière l'autre. Hein. On a quand même passé toute notre enfance ensemble. Et après, elle a fait les 400 coups. C'est quelqu'un qui aimait bien avoir le risque. Et c'est vrai qu'avec Sandrine, j'ai souvent été derrière elle pour la protéger et surtout des mauvaises fréquentations qu'elle pouvait se faire ou des intimidations des autres. Parce que même si elle fait la femme forte, elle a toujours été quand même un peu tendance à être influencée par les autres. Mais vraiment. Donc c'est toujours moi qui ai fait le petit garde-fou, en fait. Et c'est peut-être pour ça aussi que la relation qu'on a en tant qu'adulte, et de ce côté-là aussi, elle attend toujours que la grande sœur protège. Et c'est ce qu'elle demande là actuellement au procès. C'est que je l'accompagne et que je la protège tout le long du procès, en fait. À quelques minutes de témoigner, c'est auprès de l'avocate que la grande sœur va chercher encore un peu de réassurance. Elle sait que la justice veut évaluer l'implication de Sandrine Delporte. Où était-elle pendant le coup de feu? Pourquoi n'a-t-elle rien empêché? Rien dit? Par soumission? Vraiment? Par contre, il faudra revenir sur l'histoire de... Ils ne comprennent pas comment elle peut être à la fois aussi avec un gros caractère enfant et comment elle peut être aussi soumise avec les hommes. Ça, c'est impossible. D'accord. Ah ben, je leur expliquerai que je compte sur vous.
Non, pas de souci. Et elle, comment elle est? Alors maman m'a dit, si tu peux dire à l'avocate qu'elle dise à Sandrine qu'elle garde courage, que je l'encourage à affronter cette épreuve et je suis dans son cœur. Oh, tu vous lui dites. Je lui dire, mais elle va pleurer après. Mais je lui dis. Ouais, voilà. Soir quand elle sort. Hein. Quand on arrive devant le tribunal, on n'est pas bien, on a mal. Moi j'ai mal au ventre et j'ai mal au cœur et je me dis voilà, j'ai les palpitations, j'ai dit bon allez on y va. Et je vois Monsieur Cortez dans le box, je vois pas ma sœur. Je dis mais où est-ce qu'elle est? Le président me dit ne regardez pas Monsieur Cortez, vous me regardez moi. Et vous vous retournez pas. Mais c'est après je l'entends en fait, elle pleure, elle est derrière moi, elle pleure. Et elle pleure tout le temps que je parle, ça c'est angoissant. Mais Muriel prend sur elle et raconte encore l'emprise de Cortez. Donc, Monsieur Cortez, c'était à ses petits soins. Au départ, c'était une idylle comme sa jeunesse. Puis l'emprisonnement a commencé par les exigences vestimentaires. Plus de jupe, plus de robe, plus de décolleté, plus de féminité apparente. Puis restrictions avec la famille. Sandrine ne pouvait rendre visite qu'à sa mère et plus à ses frères et sœurs. Il a d'ailleurs empêché Sandrine de venir à mes fiançailles. Et à la fin, au bout d'une heure, c'est compliqué. Une heure, on sort de là, on est fatigué. Vraiment fatigué. Moins d'une heure pour raconter la chute de sa sœur dans les griffes de Cortez. J'ai besoin de souffler. J'ai vraiment besoin de souffler. Alors moi je ressors avec une grosse inquiétude, mais vraiment, parce que j'ai essayé d'expliquer au président l'emprise de Sandrine avec Monsieur Cortez et que Monsieur le Président essaye impérativement à démonter toute cette thèse. Comment il peut ne pas croire qu'une femme puisse être sous l'emprise de quelqu'un à faire ce qu'on lui demande? Je me dis mais ça va mal se passer, ça va mal se passer. Ah là je me dis c'est pas 18 c'est 30 hein. J'y avais de la chance, peut-être 20. Mais là, on n'est plus sur 18. Hein. Je viens de témoigner et je vois ce monsieur. C'est le papa de la victime, quoi. Je dis à Léa, mais qu'est-ce qu'il fait ce monsieur? Elle me dit, mais je crois qu'il vient vers nous. Et quand on le voit arriver, on se dit, qu'est-ce qu'il va nous dire? Parce que nous, même si on n'a rien fait, on est dans une forme de culpabilité et de honte. On n'ose pas se mettre proche d'eux, on reste loin, on se dit, mince, ils vont... Quelle image ils ont de nous? Vous dites ça parce que vous êtes... Pardon. Je ne vous en veux pas. Pas du tout. Merci. Bon. Je vous plains comme je me plais. Ah, mais oui. Ne vous en faites pas. Oui. Ne faites pas du tout. Vous n'étiez pas en cause. Vous n'étiez pas dedans. Oui. On sait ce que c'est. C'est pas nous, mais bon, c'est. On a l'impression qu'on aurait dû faire quelque chose avant, en fait. Ouais. C'est ça, en fait. Ouais. Même nous, on est dans même cette position. Pourquoi on n'est pas intervenu avant? On ne s'est même pas rendu compte de ce qui se passait. C'est ça. De l'escalade qu'il y a eu, oui. On ne sent pas. Et puis il nous dit qu'on n'a pas à s'en faire, qu'il ne nous en veut pas, qu'au final on est des dommages collatéraux comme eux. Et qu'il nous comprend. Il me dit même que mon témoignage était touchant et que j'avais fait un beau témoignage. Et je ne savais pas comment réagir. Je n'étais pas prête pour ça. Je n'étais pas prête pour un pardon comme ça. Et je me suis dit, waouh, il y a vraiment des gens forts en fait. Bonjour. La dernière. Bonjour madame. Quand j'entends, comme vous l'aviez décrit, c'est vraiment tout à fait lui, quoi. C'est vrai? Qu'elle ne pouvait pas se maquiller, Bon, pas se coiffer, qu'elle mette un pull attaché pour ne pas voir les formes. En fait, ça a fait le même schéma, en fait, avec votre sœur. Elle avait le droit d'être féminine quand il était à son bras. Voilà, mais maquillée, même pas maquillée, machin, alors qu'elle était super coquette tout le temps. Les parents de la victime et la sœur de la victime, ils sont venus nous voir pour nous dire
qu'ils nous en voulaient pas, qu'ils comprenaient aussi que nous, on pouvait être dans la douleur, qu'ils comprennent qu'en fait, Sandrine a pu être sous son emprise, en fait, parce qu'il disait que dans ce que j'ai décrit, moi, il retrouvait le même processus qu'il avait fait avec sa fille, en fait. Ouais. Elle était vraiment dans son emprise complète. Elle avait peur de lâcher. Le cerveau à toutes les femmes. Il aurait pu vraiment créer une secte, lui. Je suis allé voir, je lui ai dit, vous êtes au même point que nous. Je ne vous en veux pas, je ne peux pas vous en vouloir, c'est pas vous. Vous êtes autant embêtés, vous, que nous. C'est tout, quoi. Il n'y a pas des choses à... Non, c'est normal. La fille de l'accusé, la sœur de l'accusé, ils sont pour rien dans l'histoire au final. Et ils sont plus avec de la peine par rapport à leur mère et à leur sœur, ce qu'elle a fait que... Alors bon, faut être un peu... C'est le côté humain aussi. Mais bon, on ne peut pas leur en vouloir non plus, hein. Et c'est un soulagement de se dire, bon, même eux ne nous considèrent pas comme coupables, donc on peut se détendre un peu, se relaxer, et non, on n'est pas coupables. Et ouais, ça fait du bien. Ça enlève une honte et un poids quand même. Ouais. On va déjà faire la première partie. Ok, c'est parti. C'est comme tu veux. À l'un comme à l'autre, le président de la Cour demande quelle a été votre participation. Sandrine Delporte, nerveuse, les bras croisés, répond « Je n'ai rien fait. J'ai juste conduit la voiture. Je n'osais pas bouger. Je n'ai rien voulu savoir. Jamais je ne me pardonnerai. » Ils vont mieux regarder l'autre aussi. Ouais. Cet après-midi, là, ils sont en train d'interroger les deux, en fait, sur les preuves, comment ils peuvent expliquer tel et tel truc. Sandrine, elle a évolué dans son discours quand même, et donner un peu plus de détails. Au 3e jour du procès d'appel, Sandrine Delporte accepte enfin de raconter ce qu'elle a fait au moment du crime. Ce qu'elle a reconnu, c'est qu'effectivement, elle était présente, bien présente ce jour-là, quand il a enlevé sa femme. Il a fait rentrer sa femme dans la voiture, il a refermé la voiture. Elle est allée devant, elle a pris le volant et elle est partie. Et ensuite, elle dit qu'elle sait qu'il a ouvert le coffre et qu'il a été refermé. Elle n'a pas voulu regarder, elle disait qu'elle préférait regarder droit devant elle. Et qu'ensuite, il est revenu quelques minutes plus tard, en fait. Et c'est lui qui a pris le volant et c'est lui qui l'a ramené à Perpignan, tu vois. Le président, il prend les menottes, il prend la chaîne, il met sous le micro et il fait plein de bruit avec. Il me dit, mais comment vous n'avez pas pu entendre ça derrière? Vous dites que vous n'entendiez pas de bruit, mais ça s'entend quand même. Il me dit, un coup de feu, ça s'entend. Elle le dit, mais moi, j'étais dans un monde, dans une bulle et je voulais pas voir, je voulais pas entendre. Tu vois, donc elle explique ça maintenant. Surtout, elle a dit la phrase qui a choqué tout le monde, c'est « j'ai adhéré au projet ». Malgré que j'étais pas là, effectivement, je suis pas descendue. Mais voilà, j'ai conduit, j'ai adhéré, j'ai rien fait. Et voilà, c'est... Entendre « j'ai adhéré » à l'idée, ben, ça m'a... Ça, c'est la retombée. Hein. C'est la première fois que Léa entend sa mère reconnaître aussi clairement sa participation au crime. J'ai vu que ça avait été difficile ce matin. Ouais. Un peu dur. Ouais, un peu. Ouais, quand on rentre dans le vif des débats, c'est très compliqué du sujet. Et que, voilà, que là, on se retrouve devant la figure de la maman qui a fait ce qu'il fallait pas, j'ai compris. Hein. Ouais. Mais bon, voilà, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Puis elle, justement, ce qu'on lui a reproché avant, c'est de faire comme si ça n'existait pas. Oui. Alors que là, je trouve qu'elle est capable d'en parler, elle est capable d'expliquer les choses. On avance, mais je comprends que ce soit douloureux pour vous, mais voilà. Je veux dire, 18 ans qu'elle a accepté, c'est pas... J'appréhende, oui, beaucoup. Oui, beaucoup, oui. Cet après-midi. Bon, allez, ça va aller, j'y vais. Oui. Allez, à tout de suite. C'est maintenant au tour de William de s'avancer à la barre, pour la première fois. À 21 ans, il a lui aussi parfaitement conscience de l'enjeu de son témoignage. Willy, tu sais, en fait, à la fin, il va te dire, le président, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, monsieur? Et toi, tu avais envie de dire que tu voulais connaître la vérité. C'est ça, il faut que je sache la vérité dans tous les cas. Tu as envie de savoir toute la vérité. On n'a pas le dénouement des choses, donc ça traîne en longueur, mais au bout d'un moment, il faut bien... C'est pour ça que je suis venu d'ailleurs, c'est pour fermer ce chapitre-là et pour pouvoir
enfin être fixé, quoi, parce que... Je sais que Sandrine, au départ, elle ne voulait pas qu'il témoigne. Elle voulait protéger son fils. Et moi, j'avais expliqué à Sandrine que peut-être c'était un besoin chez William d'y participer, que ça faisait partie de son processus de deuil et aussi de cicatrisation des faits et de ce qu'il a pu vivre. Donc, elle avait fini par accepter, Sandrine. Elle a dit, mais il faut que tu le prépares, il faut que ceci... Enfin, elle était très angoissée. Et je lui avais dit de faire confiance en son fils. Ça va le faire, ça va le faire. Je sais qu'elle a dit la vérité, mais je pense qu'il y a encore certaines choses qu'elle a du mal à dire, justement, du fait que ses enfants soient là. Parce que, voilà, elle pleure beaucoup parce qu'elle voulait pas nous mêler à ça. Elle sait qu'on a été de dommages collatéraux. Et elle nous voit encore comme des enfants et qu'on aura du mal à entendre certaines choses. Mais c'est pour ça que, quand j'ai dit à la barre que voilà, je voulais que toute la vérité sorte, c'était destiné à tout le monde, que ce soit à lui, que ce soit à ma mère, c'était destiné à tout le monde. C'était vraiment, maintenant, les années ont passé, voilà, on est assez grand pour entendre ces choses-là, même si c'est dur. Vraiment, la vérité, elle est là, même si on l'accepte pas, on ne pourra pas la changer. Donc autant l'entendre, autant l'accepter, et au moins c'est fait, c'est terminé. Comment ça va, jeune homme? Voilà. C'est dur, hein? Je pense que c'est le meilleur. Ouais, c'est. Meilleur moment de votre vie. C'est pas simple. Merci. Non, c'était courageux d'être là. On voyait que vous étiez très mal. Ouais, bah fallait bien de toute façon. C'était difficile. En Ouais. plus, vous avez été réglo. Voilà, hein, c'est pas. Vous l'avez fait. J'ai fait du mieux que j'ai pu, hein. Voilà. J'ai fait du mieux que j'ai pu. Hein. Mais non, mais de toute façon, il n'y avait rien de. Voilà, il fallait juste. C'était dur quand même. Voilà, Oui, oui. c'est extrêmement. Ça y est, je suis sorti, je peux respirer. Waouh, je suis content. Non, mais puis vous avez été loyal. Je peux vous pied, monsieur. Oui. Oh, vous avez été plein. Ouais, j'en Non, suis un donc, paquet de ça. non, elle était très préoccupée de vous voir arriver à la barre, de vous imposer ça. Parce qu'imposer ça, déjà, le geste qu'elle a commis à ses enfants, mais leur imposer Non, moi, de venir à la barre de la cour d'assises Ah, en moi, j'étais disant, smooth, mais j'étais les comme ça, enfants de Comme une quelqu'un fleur. qui a commis un crime, c'est dur. Donc pour elle, en tant Le que plus, maman, le plus compliqué, c'était quand je suis rentré. Je ne l'ai pas vu. Parce que oui, moi, ça fait 6 ans que je ne l'ai pas vu, je crois. Je l'ai au téléphone, il n'y a pas de souci, mais moi, ça ça fait fait 6 ans que vous n'avez pas croisé le Bah, regard de votre mère. Non. Vous pouvez retourner dans la salle là et la voir. Hein. Voilà. Ouais, mais je peux pas me planter en face, genre salut. Je peux pas. Non, mais Ça fait bizarre parce que ma mère qui a pris de l'âge, qui a pris des cheveux gris aussi. Mais anecdote assez marrante, pour lui dire que ma mère reste ma mère. Alors c'était au moment où on s'est levé, donc parce que l'audience a été suspendue 10 minutes. Donc moi je me suis levé, c'est à ce moment-là que je l'ai vue de face. Donc elle a été contente, elle a souri, elle a pleuré. Mais à ce moment-là, elle m'a quand même dit range ta croix et range tes clopes parce que ça ne se fait pas. Ça reste une mère après tout, ça reste quand même ma mère, quoi qu'il arrive, dans n'importe quelle circonstance. Bon, il est où mon warrior? Ouais. Yo, ça y est, t'as fait tes épreuves, t'as le ventre, mon gars. Yo, Je te jure, j'ai fait les t'as premiers vu, ça sauts, y c'est est. bon. C'est bon. passé, c'est T'as passé. su réfléchir, parler, t'as donné des super bons détails. Tu m'as fait trop plaisir quand t'as dit oui, il y avait une chaise pour mon grand-père, il va foutre. Et moi, c'est ce que j'avais raconté. Celle-là, je l'ai checké, celle-là, je l'ai gardée dans ma tête, celle-là. Tu vois, il me disait, et quand j'ai raconté ça, il me disait, mais enfin, vous êtes timbré. Enfin, c'est limite, c'était moi qui racontais des conneries. C'est normal que sur le moment, Et tu crois toi, pas, du c'est coup, normal. tu reviens dessus, je dis là, yes, putain, yes. Celle-là, Ah, elle était dans ma tête, super. j'ai fait celle-là, je la ressors, t'inquiète. Il faut qu'on y retourne, on n'aura pas de place. vas-y. Mais vraiment. Le procès reprend. Une mauvaise surprise attend la famille de Sandrine. Ramon Cortés, lui, cherche à amadouer la cour et les jurés. Je n'ai pas tué ma femme, c'est Sandrine Delporte qui a tiré. Silence dans la salle, le président le fixe des yeux. Vous savez, monsieur Cortés, c'est la énième version que vous présentez à la justice. Un choc. Cortés fait maintenant porter la responsabilité du crime à sa co-accusée. Et donc lui, il raconte. Non mais franchement, il raconte. Sandrine est arrivée avec l'arme. Elle a tiré sur ma femme. Je me suis évanouie. Et là, quand je me suis réveillée, j'étais dans tous mes états. Ma femme était par terre. Sandrine était en train de l'enterrer. Donc lui, dans sa douleur de voir sa femme dans la tombe, il a préféré se dénoncer à la police parce que de toute façon, il n'avait plus de femme, donc plus de raison de vivre. T'as beaucoup de gens qui rigolent dans la salle, mais vraiment, les jurés rigolent, l'avocat général rigole, les avocats rigolent. Ben, le président a fini par couper court s'il en a eu ras-le-bol. Du coup, je suis sortie parce que franchement, ça m'exaspère fortement. Mais vraiment, Bon, t'as pensé quoi de cet aperçu? Oh, j'ai jamais vu un mec aussi culotté, sérieux. C'est sa combienième version? 10, 12, 15? Déjà, tous les changements de version, je trouve ça
Je trouve ça lâche et hypocrite parce qu'à un moment c'est lui, à un moment c'est pas lui, à un moment c'est ma mère, à un moment c'est quelqu'un d'autre. Ça fait surtout du mal parce qu'au final, il accuse la terre entière, sauf lui-même. Donc, c'est le deuxième, ça. Ouais, là-bas c'était Takoun et elle c'est Sandrine, là. C'est vrai que c'était pas elle. C'est moi, c'est l'autre, tu sais. 2 fourgons, 2 accusés, qui, comme chaque soir, vont attendre la reprise du procès derrière les barreaux. Cette prison, avec laquelle la famille de Sandrine Delporte doit vivre depuis 2014. Et avoir une sœur en prison, c'est terrible. Franchement, c'est terrible. Je le souhaite à personne. Aller voir sa sœur en prison, c'est terrible. La première fois que vous y allez, c'est... Oh, vous sortez, vous pleurez. C'est vraiment terrible. Et puis on est dans cette petite salle, là, à discuter. On est chronométré, on attend. On est là sur l'heure. Bon Dieu, vite, ça va. C'est bon, on a encore 10 minutes, on peut parler. Au départ, c'est dur. Hein. Au début, on n'en parle pas et on essaye de vivre normalement. On essaye de faire comme si de rien n'était, de faire comme si s'était rien passé et que juste on est un lycéen normal. Mais ça marche pas très longtemps. Ça marche pas très longtemps du tout. Malheureusement, j'ai dû aller chez le psy, j'ai pas réussi à gérer mes premières années de lycée. Mais au final, on pleure beaucoup, beaucoup, beaucoup. On sait plus ce qu'on doit faire, on sait plus vraiment qui... Même moi, je savais même plus vraiment qui j'étais, qu'est-ce que je devais faire, pourquoi j'étais là. Pendant 1 an, c'était silence radio, je voulais pas lui parler. Vraiment un refus total. Et c'est pas bon. Évidemment, c'est fatigant de diaboliser sa mère. Je la diabolisais, clairement. Je voulais plus en entendre parler, j'avais honte que ce soit ma mère. C'est au bout d'1 an que j'ai écrit ma première lettre. Et ma première lettre, c'était pour lui dire que j'étais en colère. À la fin de ma lettre, je lui dis bon, j'essaye d'apprendre à faire la paix, à accepter les choses et à évoluer. Enfin voilà, c'est ma mère et je peux pas vivre sans ma mère. Au départ, elle m'envoyait des lettres et après un moment, elle a commencé à pouvoir m'appeler. Cet appel peut être surveillé ou enregistré. Au départ, j'en voulais toujours, donc c'était compliqué. Mais après, au fur et à mesure, on s'appelle plus souvent. Donc moi, je lui raconte toujours tout ce qui se passe, tout ce qui peut se passer en bien ou en mal. Je lui raconte tout ce qui se passe, etc. Elle suivait ma vie à distance. Ça fait du bien d'entendre la voix et de se rendre compte que elle est toujours la même personne. Et que c'est un être humain qui a des émotions. Voilà, je l'ai eu au téléphone, elle a pleuré. Elle a une part de faiblesse, de sensibilité. C'est pas un monstre. Et voilà, c'est là qu'on peut pardonner et passer à autre chose. Ces appels à distance, ces parloirs minutés, Muriel sait qu'il faudra vivre encore longtemps avec. Je fais un bon 400 km pour pouvoir faire 45 minutes de parloir. Moi, ça m'est arrivé de faire ces 400 km un vendredi soir. Je suis sortie du boulot, j'ai pris la route, je suis partie. J'avais des habits à lui ramener, elle en avait besoin. Et le matin, à 7h30, je devais être présente parce que c'est à 8h30 le parloir. Je suis arrivée là-bas et j'ai été refoulée. Refoulée parce que ce jour-là, j'avais mis un soutien-gorge avec des baleines, alors que je le fais jamais. Et là, je l'avais mis et j'ai sonné au portique. J'ai sonné 3 fois et au bout de 3 fois, on vous met dehors. Et on vous dit, vous n'avez pas de parloir parce que vous sonnez. J'ai demandé à enlever mon soutien-gorge, ils ont refusé. Ils sont très sévères. Donc j'ai fait 400 km aller, 400 km retour pour rien en fait. Et je ne pouvais pas me libérer avant 2 mois. Donc elle n'a pas eu ses habits pendant 2 mois en fait. C'est quand on arrive devant la prison qu'on fait waouh.
prison, c'est impressionnant quand même. Là, tu te rends compte vraiment du côté incarcération, perte de liberté. Et même pour nous, c'est angoissant de rentrer dedans, dans cet endroit clos, fermé. Et puis le parloir en lui-même, c'est une pièce, une toute petite pièce, il y a une table, 2 chaises, si on veut s'asseoir, et puis voilà, on fait ce qu'on veut. Rien que pouvoir la prendre dans les bras et pouvoir se faire un câlin, ça fait du bien, ouais. On raconte notre quotidien, on raconte si on a été en vacances, etc. Ça lui permet de garder un lien avec l'extérieur et de garder un lien avec une vie normale, en fait. Et elle le vit à travers nous. En fait, ça l'a fait s'évader, d'imaginer le monde extérieur qu'elle n'a plus. Et puis non, parler de l'affaire, parler de la prison. Puis même moi, quand je me disais, mais ça va, c'est pas comme dans les films et tout, t'as pas de problème. Enfin, moi, voilà, ma vision, c'était quoi? C'était les films américains, avec les bagarres dans la cour et tout, donc... Elle me disait non, t'inquiète, c'est pas comme ça. Puis, bon, après, elle parlait de rien de négatif, donc je me suis dit ok, en fait, elle me pouponne, je suis sa fille, elle me dira jamais que ça va pas. Donc on va arrêter d'en parler, c'est pas productif. Parce que voilà, là, ce truc de c'est mes enfants, je les ai au téléphone, c'est pour passer un bon moment, c'est pas pour parler de choses mauvaises. Les choses mauvaises, c'est avec ma tante Muriel. Sa sœur, ses aînés, les proches de Sandrine ont tout donné pour convaincre la cour du rôle soumis qu'elle aurait tenu dans ce crime. Reste à attendre le verdict. Je pensais que l'avocat général allait faire un récit un petit peu moitié-moitié, en fait, avec d'un côté Cortès et de l'autre côté ma mère. Mais finalement, en 1 heure, en fait, il a parlé beaucoup de monsieur Cortès et qu'au final, la partie sur ma mère a duré peut-être 10 minutes. Et c'est vrai que c'était plutôt positif. En fait, il a tout détaillé quand même. Il a détaillé ce que les psychiatres ont dit. Madame Delporte a pris conscience de ce qu'elle a fait. Elle a des remords, elle a beaucoup évolué. Elle a réussi à s'enlever de l'emprise de monsieur Cortès. Et puis il fait, j'ai terminé. Ouais, 3 minutes. Le gars, il a tenu 3 minutes sur Sandrine. Alors que ça fait 1 heure qu'il est sur Cortès. Il dit, bon, ben maintenant, je vais vous dire les peines, machin. Donc, il revient quand même sur les peines, sur le fait que Sandrine, elle a accepté sa première peine de 18 ans, qu'elle a beaucoup évolué, qu'elle a pu dire des vérités. Qu'elle a accepté sa culpabilité. Il a quand même précisé qu'elle était bien suivie, soutenue par la famille. Donc, pour elle, certes, il a été dit 18 ans en première instance. Mais moi, je l'estime entre 12 et 15, pas plus. En vue du travail effectué. Et après, il dit pour Cortès, il dit lui, il mérite la perpétuité. Mais direct. Ouais. Ça ne serait pas possible. Donc, du coup, on va maintenir 30 ans de réclusion criminelle et 20 ans de sûreté. Il y a vous, les jurés, de voir. Fou. Nous, on sait qu'elle a évolué. Mais on peut se dire, bon, nous, on n'est pas objectif. Peut-être que nous, on se dit qu'elle évolue. Mais d'autres personnes qui sont objectives, les psychiatres, etc., ont vu qu'elle évoluait. Donc pour nous, oui, ça nous conforte dans cette idée que vraiment, il y a un chemin qui a été fait. C'est pas dans notre tête, c'est pas pour se rassurer. C'est un réel chemin qui a été fait. Et voilà, en espérant que la justice s'en rende compte également et fasse en fonction. 12 ans, 12 ans, ça vient en faire 12 ans, c'est bien. 12 ans, c'est bien. Aïe. Oui, mais t'as pas aïe. Pourquoi tu me frappes? Même si c'est 15 avec les remises de peine, machin, etc., ça fait 8 ans. Elle en a fait 6. Si c'est ça, c'est trop cool. Enfin, ça va être bien pour elle. Elle va pouvoir se reconstruire après et faire une autre vie, en fait. Mais essayer de redémarrer sur des bonnes bases. Se reconstruire, surtout. 15 ans, voire 12 ans, l'espoir renaît. Ça fait plaisir quand même, on va pas se mentir, ça fait plaisir. Et puis ça n'a pas été de très mauvaises choses qui ont été dites par rapport à ma mère, même si malgré tout ça reste une accusée quand même. De mon côté égoïste, c'était quand même une bonne chose. Tu m'appelles quand t'es arrivé? Oui, t'inquiète. J'arrive à 22h30, je crois, un truc comme ça. 22h30, j'arrive à Auxerre, je suis dans ces eaux-là. Toi, tu m'appelles quand tu sais, dès que c'est terminé, ouais. Bisous. Le verdict tarde. William ne peut pas manquer son travail et son train pour Auxerre. Comme Léa, qui doit repartir aussi. Ah, l'avocat général. L'avocat de la partie civile, hein, mais bon. Une fois de plus, c'est Muriel, la grande sœur, qui va faire front, épauler l'accusé et les plus jeunes. Tous au même endroit. William, il dit, je suis impatient, qui me dit, William, tu m'étonnes. Je suis impatient, tu m'étonnes. Je suis impatient, oui.
Nous aussi. Mais on nous a dit 3-4 heures. Encore, pas encore. Ça va arriver, ça va arriver. On attend. Ça y est. Ah non, c'est pas elle. Mais ça va, mais elle est folle. Hein. Non, mais j'ai pas vu. Elle m'a fait peur. Mais... J'ai le cœur qui bat à l'heure. Je vais avoir un infarctus. Désolée, pas de nouvelles. Nous aussi, on attend. Ah, nous avons un nouvel article de journal. Dernier mot est donné aux accusés. Sandrine Delporte d'abord. Je suis sincèrement désolée. Tu vois, c'est bien ce qu'elle retranscrit. Hein. Je suis sincèrement désolée de tout ce qui s'est passé. Notre Ouigo à destination de Paris-Gare de Lyon circule actuellement avec un retard de 20 minutes. Dans 5 minutes? Ouais. 10 minutes. On fait quoi? 10 minutes. On décolle? Allez, on décolle. Yo, j'ai la boule au ventre. Là, c'est que là, on rigole bien, mais voilà. J'ai jamais été aussi impatient et accroché mon téléphone, je crois. Donc il reste 5 minutes. Aïe, aïe. Après 3h30 de délibération, le verdict tombe. Un choc que Muriel encaisse avant de l'annoncer à William et Léa. Léa me dit « Ce sont les plus longues minutes de ma vie ». Parce qu'elle attend toujours des nouvelles et je n'ai pas donné. Je vais faire à tout le monde. Bon, bah du coup, ça y est, c'est arrivé enfin. Ça n'a pas changé, 18 ans pour elle et 30 ans avec 20 de sûreté pour lui. Léa est déçue. Elle se disait peut-être que, avec les circonstances, tu sais... Voilà. Oui, il y a une déception, parce qu'on y a cru. On pensait vraiment pas que le jury allait ne pas tenir compte de ce que dit l'avocat général, quoi. Mais bon. Tant qu'il n'y ait pas plus, moi, ça me va. Un peu déçu qu'elle en prenne pas moins, mais bon, il fallait s'y attendre aussi. Avec les remises de peine, normalement, il ne devrait pas rester trop longtemps à faire. C'est bien. Je trouve que c'est bien. C'est bien, mais c'est normal après ce qui s'est passé, de toute façon. Après ce qu'elle a fait, elle n'allait pas non plus... ils n'allaient pas lui dire « Tu vas sortir libre ce soir ». Même si c'est ma propre mère, même si je l'aime de tout mon cœur, faut qu'elle paye pour ce qu'elle a fait. Une fois le verdict tombé, je me dis qu'il ne faut pas que je reste chez moi à ruminer, à réfléchir. Donc je suis rentrée, le premier truc que j'ai fait, j'ai préparé mes bagages et je suis partie le lendemain matin à 7h du matin. J'ai pris mon vélo et je suis partie en voyage à vélo, Tour de France. Le fait de pédaler et tout ça, je sais pas, ça lance une dynamique. C'est pas un retour en arrière, c'est pas une fuite, c'est pas... c'est vraiment autre chose. J'ai repris ma vie dès le lendemain pour moi, en occultant l'autre partie négative, quoi. Je dois pas m'arrêter de vivre pour ça, quoi. Quand Sandrine sortira, j'espère qu'elle pourra venir habiter à Brioude avec moi et maman. Est-ce qu'elle va réussir à trouver un travail? Est-ce qu'elle va réussir à faire plein de choses? Non, mais c'est angoissant, mais en même temps, elle sait qu'elle sera bien accompagnée aussi, donc c'est ce qui la rassure. Puis elle sait que moi, je pourrais l'aider dans sa réinsertion. C'est pour ça qu'elle veut être sur Brioude, en fait. Une ville magnifique, hein. Entourée de montagnes, avec un bon air. Donc je pense que ça lui sera bénéfique. Elle respirera à plein poumon et enfin libre.